Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver après tout ce temps pour une nouvelle édition du Fond de l'Info. Vous le savez, la rentrée du média saison 7 se fera à la télévision dès le 20 octobre. C'est un défi, un chantier immense. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, car vous le savez, le média est porté, financé par son audience. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank, disponible dans la description, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don, partagez le lien de la cagnotte autour de vous, sur vos réseaux, et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui, soyez-en sûrs, révolutionne la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à celles et ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement, à contre-courant des récits de connivence avec les intérêts des milliardaires. Au programme de ce nouveau numéro du Fond de l'Info, nous reviendrons bien sûr sur la fête de l'humanité qui a eu lieu le week-end dernier. Il y a un débat qui a retenu toute l'attention et qui a fait l'objet de nombreuses critiques. C'est celui qui a opposé l'ancien Premier ministre Édouard Philippe au secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Que doit-on retenir de cet échange et plus globalement, quelles leçons tirer de cet événement organisé tous les ans par le journal L'Humanité? Et d'ailleurs, est-ce qu'il fallait inviter le maire du Havre, fondateur du parti politique Horizon? Est-ce qu'une organisation de gauche pouvait offrir une vaste tribune à un responsable politique de haut niveau qui, dans son dernier livre, Des lieux qui disent, écrit qu'il faudra peut-être prévoir un droit et une organisation spécifique aux musulmans, autrement dit sortir les musulmans de la citoyenneté. On évoquera également Lampedusa, où la population a doublé en quelques jours. L'île italienne est confrontée à un afflux massif de migrants depuis le début de la semaine. Plus de 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord y ont débarqué depuis lundi, selon le ministère de l'Intérieur italien. Gérald Darmanin est ferme, la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, sauf les réfugiés politiques. Et comme toujours, on en parle avec votre binôme préféré, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, Julien Terry, historien et présentateur d'émissions sur le média, notamment de la Grande H. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais c'est un plaisir de vous retrouver aussi. C'est un plaisir d'être là. Bon, on va commenter une rentrée assez déprimante, comme l'a été d'ailleurs toute cette dernière année. Est-ce que vous étiez à la fête de l'humanité ? Alors, j'aurais bien aimé y aller, mais je n'ai pas pu. En revanche, ma fille y était pour le concert d'Angèle et pour le concert de Big Flo et Oli. Elle m'a pas parlé du discours de Roussel ni d'Édouard Philippe, mais comme elle a 10 ans, c'est un peu logique. Okay. Non, je n'ai pas eu cette chance. Vous n'avez pas eu cette chance, mais j'imagine que vous avez regardé, écouté attentivement l'échange, le débat qui a opposé Fabien Roussel à Édouard Philippe. Est-ce qu'il fallait inviter Édouard Philippe, selon vous ? Bon, il y a pas de raison de ne pas inviter un leader politique à une fête politique traditionnelle, même si c'est aussi beaucoup plus largement un moment de sociabilité de gauche et même un moment de sociabilité tout court que la fête de l'humanité, qui est une très longue tradition. Il n'y a pas de raison de ne pas inviter... Parce que lui, Richie Thibault était contre, il l'a fait savoir. Oui, tout à fait, mais c'est bien aussi que ce type d'invitation puisse susciter ce type de réaction. Ça peut aussi être fait pour ça. Ceci dit, la question, c'est l'inviter, pourquoi faire ? Évidemment. Et s'il est venu, c'est parce qu'il savait, les gens comme lui se comportent toujours de la même manière, ils évitent toujours des situations dans lesquelles ils risquent d'être mis en difficulté. Et s'il est venu, c'est qu'il savait qu'il aurait face à lui un interlocuteur, en l'occurrence Fabien Roussel, qui ne se soucie pas en fait de mettre Édouard Philippe en difficulté, mais qui se soucie d'utiliser la venue d'Édouard Philippe pour s'opposer lui-même, Fabien Roussel, en quelque chose qui n'est absolument pas, à savoir quelqu'un de représentatif de l'opposition de gauche en France. Il faut rappeler quand même que Fabien Roussel a fait difficilement un peu plus de 2% à l'élection présidentielle, avec en plus certainement une partie de vote un peu de dérision ou de rejet. Ça faisait pas mal rire aussi des gens de droite de voter Roussel ou de promouvoir Roussel à l'époque. Je rappelle qu'il a été le candidat de gauche préféré de la presse de droite, de la presse de droite dure. Il a fait un livre pendant sa campagne avec Raphaël Enthoven, qui n'est pas connu pour être un homme de gauche, mais qui est connu en revanche pour avoir reconnu lui-même que sa fonction à l'époque où il était au PS, c'était déjà à l'époque de dire du mal de Mélenchon, et qui a continué en fait dans cette lignée. Voilà, le problème c'était l'inviter. Pourquoi ? On a vu ce que ça a donné. Pas grand-chose politiquement, en tout cas de favorable à la gauche, la vraie.
Et Mathieu, d'après vous, pourquoi on a invité Édouard Philippe? Pourquoi sa présence à la fête de l'UMA? C'est une bonne question. Alors moi, je vais pour le coup être plus radical. Comme quoi, je vais... Voilà. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'inviter quelqu'un de droite à un événement de gauche. Quel est l'intérêt que ce soit Édouard Philippe? On rentrera un peu dans les détails. Pourquoi Édouard Philippe, en plus, c'est problématique. Mais je ne comprends pas cette obsession d'inviter des gens de droite à des événements de gauche. Je crois que LFI, à certaines rencontres, avait proposé à des gens, je crois, de droite ou de la majorité de venir. Là, dans cette édition, je crois, Clément Beaune, alors qui est pourtant un des plus respectables, je trouve, au sein du macronisme, on va dire, mais était également invité. Finalement, il n'est pas venu, je crois, à cause de Médine ou je ne sais pas quoi. Bref, voilà, Édouard Philippe invité. Je ne comprends pas l'intérêt d'inviter des gens de droite à des événements de gauche. Quel est l'intérêt d'un débat avec des gens qu'on combat point par point sur absolument tous les sujets? Je crois plutôt qu'un événement comme la Fête de l'Humanité, c'est un endroit, un moment pour réfléchir aux stratégies de gauche en vue des échéances électorales, que ce soit les européennes ou peut-être plus fondamentalement encore la présidentielle. Donc déjà, moi je dis, arrêtons d'inviter des gens de droite dans des événements de gauche, premièrement. Et deuxièmement, juste pour finir... toute l'année dans les médias mainstream. Voilà, on sait ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de débat intéressant qui peut sortir de ça. Une politique républicaine. Oui, mais bon, ça, les médias sont là pour ça. Et pour le coup, voilà, il y a des vrais débats qui s'installent. Mais dans un événement de gauche, moi, je crois vraiment que l'intérêt, c'est justement de confronter des visions de gauche, des stratégies, des lignes stratégiques de gauche. Et surtout, en ce moment, parce que c'est quand même une inquiétude que beaucoup ont par rapport à l'état de la gauche aujourd'hui, ça me semblait important. Et Édouard Philippe, c'est d'autant plus choquant que, encore une fois, voilà, c'est le Premier ministre de la casse sociale, le Premier ministre des lois de travail qui ont fait énormément de mal, et notamment aux personnes les plus précaires. C'est évidemment la gestion très dure des gilets jaunes, c'est les états d'urgence, c'est tout un tas de choses tout à fait problématiques du point de vue politique, du point de vue éthique ou quoi que ce soit. Donc ça se justifiait d'autant moins. Donc voilà, comme l'a dit Julien, sans doute y a-t-il pour Fabien Roussel un intérêt de débattre avec quelqu'un de droite pour montrer à quel point il est de gauche. Voilà. Alors évidemment, face à Édouard Philippe, Fabien Roussel paraît de gauche, encore que, mais bon, ça voilà. Mais peut-être que ça a un intérêt du point de vue de la communication pour Fabien Roussel, mais bon, enfin, il me semblait que la Fête de l'Humanité, c'était pas un événement, pour Fabien Roussel, quoi. Voilà. À partir du moment où on invitait quelqu'un de droite. Et je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur le principe, parce que la confrontation des points de vue, identifier les termes du différent, du désaccord, il me semble que c'est toujours utile en politique. Il y a des personnes de droite moins problématiques qu'Édouard Philippe. Je disais en introduction, il a eu comme des déclarations islamophobes. On peut lâcher le mot. Alors on a débattu, on a questionné la présence de Médine, même à la Fête de l'Humanité. Et pour Édouard Philippe, il n'y a absolument aucun problème. On a même accouru vers lui, on lui a demandé de maintenir sa présence à cet événement. Ça pose quand même question. Bien sûr, ce sont naturellement deux personnages très différents qui bénéficient pas au fond de facto du même statut, naturellement. Mais précisément, tu dis, il est particulièrement problématique. Il est particulièrement problématique, comme tu dis, parce qu'en fait, c'est, à mon sens, le meilleur représentant aujourd'hui du futur des classes dirigeantes de ce pays et de la droite. C'est le personnage le plus articulé idéologiquement, celui dont le parcours personnel et les potentialités d'avenir à court terme sont les plus importantes. C'est un parfait représentant des élites dirigeantes actuelles. Bien sûr, il a été Premier ministre, on le sait, mais il vient du groupe Areva, et il était lobbyiste en chef directeur des affaires publiques, du nucléaire, directeur des affaires publiques, c'est-à-dire que son rôle, c'était de s'assurer que les politiques allaient dans le sens des intérêts du nucléaire, du premier groupe nucléaire français, Areva, qui, soit dit en passant, dont l'histoire, soit dit en passant, est marquée par un gigantesque scandale financier, peut-être l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire, un détournement de dizaines et de dizaines de milliards d'euros. Passons. Il est passé par le groupe Areva. Il a, comme on le sait, donc, rempli ce rôle de Premier ministre à l'époque des Gilets jaunes. C'est quelqu'un dont la formation est très purement néolibérale. Son
penseur de chevet, il le dit à l'occasion, c'est Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek, dont je rappelle que c'est un soutien du régime de Pinochet, notamment après le putsch de 1973. Et Hayek s'en est très bien expliqué. Il n'y a pas de place à l'expression démocratique des positions qui s'opposent à la concurrence libre et non faussée, et qui cherchent à socialiser l'économie. Il est sur cette ligne. Sur la ligne d'une répression très violente des expressions de toute aspiration à un autre système, Édouard Philippe, et il l'a montré avec la répression sanglante du mouvement des Gilets jaunes, comme l'a rappelé l'intervention de Ricci lors de ce moment. Alors, par ailleurs, et pour terminer sur cette figure-là, c'est lui qui est en meilleure position à tous égards, très probablement, pour prendre la succession d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire prendre le relais de la mise en œuvre forcée de ce projet de conversion radicale de la société française aux formes néolibérales. Prendre la suite d'Emmanuel Macron, c'est l'idéologie revendiquée d'Edgar Philippe, et il est prêt aux violences nécessaires dans ce sens. Donc, je veux dire, l'inviter pour lui faire dire ce qu'il a à dire, pour mettre en avant sa position, pour montrer comment aussi il s'est lepénisé, comme tu le soulignes très bien, Édouard Philippe, dans cette logique, très récemment. Il s'en prend aux musulmans. Comme tu l'as rappelé, il pose des jalons pour un statut dérogatoire. Un droit et une organisation spécifique. Voilà, pour la religion musulmane en particulier. Aux musulmans. En juin, il est sorti du bois, là encore, dans une logique de lepénisation effrénée, en disant une énormité qui a dérangé à peu près personne, alors que pourtant elle est passée partout, à savoir que l'embolie, c'était son expression de nos services publics en ce moment, c'est-à-dire en fait la faillite de l'hôpital, les difficultés que tous les Français de la classe moyenne rencontrent face au définancement des services publics, ce serait dû aux étrangers. Il a quand même sorti ça. Enfin, je veux dire, c'est le genre de choses qu'on laissait à peine Jean-Marie Le Pen dire dans les années 80. Aujourd'hui, c'est le premier personnage de la droite française, probable successeur d'Emmanuel Macron, si ce parti-là de l'extrême centre repasse au second tour, qui tient ce type de discours. Donc, l'inviter à la fête de l'UMA, si tu veux, pour moi, ça aurait été tout à fait logique. Mais il faudrait le mettre en face de quelqu'un de solide, de quelqu'un d'articulé. Et évidemment, il ne serait pas venu s'il avait été face à quelqu'un de plus solide que Fabien Roussel. Je voudrais juste compléter le portrait quand même d'Édouard Philippe. On rappelle qu'une plainte a été déposée jeudi 14 septembre auprès du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, détournement de biens, favoritisme, concussion et harcèlement moral. Ça, c'est la gestion du Havre. C'est une affaire qui tient à la gestion. Exactement, mais est-ce que cette action en justice, d'ailleurs, ne pourrait pas compromettre finalement en effet, en tout cas dans sa stratégie de communication que je trouve assez huilée, qui consiste à se présenter comme vous l'avez très bien dit, le successeur désigné d'Emmanuel Macron qui va poursuivre les réformes néolibérales. Oui, en effet, ça n'est pas bon pour lui. Ce que je note aussi, c'est que Édouard Philippe est tout à fait représentatif du glissement qui s'opère à droite. De cette radicalisation, peut-être même non consciente d'une partie de la droite, sur toutes les questions liées à l'islam, à l'immigration, à la sécurité, bref, à tout ce qui était avant les marqueurs de l'extrême droite. On avait Darmanin pour ça. Et on avait Gérald Darmanin, mais plus globalement, je pense que et c'est vrai que je le dis en permanence et je me répète un peu et je ne veux pas me répéter en permanence, mais disons qu'il y a une contamination vers la droite et ce qu'on appelait le centre jadis de tous les marqueurs idéologiques de l'extrême droite sur un certain nombre de sujets, la sécurité, etc. Donc, dans le livre d'Édouard Philippe, c'est ça, dans lequel il décrit une idée d'avoir une réforme de la laïcité qui s'adapterait à l'islam et qui serait une sorte de concordat spécifique à l'islam, si j'ai bien lu ce qu'il voulait dire, et qui ferait donc de l'islam une religion à part en France, ou en tout cas qui aura un traitement différencié, ou qui justifierait, parce que peut-être qu'il se justifiera après, enfin qui s'expliquera après, ou qui justifierait une approche différente de la laïcité. Ils sont expliqués dans une interview à France Inter le matin du 13 septembre. Il a indiqué que la loi de 1905 n'est peut-être pas en mesure de traiter la spécificité de l'islam. Il pense qu'un jour, cette question d'une organisation spécifique avec des obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables
responsable des communautés musulmanes sera posé. Donc, autrement dit, un statut spécifique pour les musulmans et dans l'organisation de leurs croyances. Donc déjà quelque chose qui est anticonstitutionnel, qui remet en cause des principes. Le principe même de la laïcité. Le principe de la laïcité, le principe de la liberté de croyance, le principe d'égalité de tous devant la loi, devant le droit. Enfin bref, c'est tout à fait révoltant, choquant, et je m'étonne même qu'une personne censée être républicaine défende une telle chose, mais c'est encore une fois très révélateur. Donc ça nous dit déjà que pour maintenant beaucoup de gens à droite, l'islam est un danger. C'est vu que de facto comme un danger qu'il faut mater, qu'il faut en tout cas contenir. Ça, c'est une chose tout à fait effrayante. Voilà, l'idée même que des musulmans puissent être croyants, vivre leurs croyances d'une manière publique, ce qui est tout à fait autorisé par nos textes constitutionnels, devient un danger, etc. Donc ça encore, c'est quelque chose qui maintenant est en train encore une fois, de contaminer beaucoup d'esprits du point de vue politique et puis dans l'opinion de manière générale. Ça, c'est tout à fait inquiétant. Et puis alors, dernière chose, ce qui est encore plus inquiétant, c'est cette idée qu'il pourrait y avoir des dérogations à la sacro-sainte égalité devant la loi. Alors là-dessus, je voulais juste vous dire quelque chose, vraiment un mot. C'est quelque chose qui est passé inaperçu. C'était sur CNews en début juillet dernier. Sur le plateau le matin, je crois que c'était dans l'heure des pros. Voilà. Donc, un certain Driss Ghali, voilà, que je ne connaissais pas, et qui a dit quelque chose qui, réellement, je pense, marque un tournant dans le débat public dans notre pays et qui est quelque chose qui est d'une gravité qui me semble, moi, à mon sens, pénalement répréhensible. Mais je ne sais pas s'il y a eu des plaintes déposées ou quoi que ce soit. Donc cette personne a dit donc, sur le plateau, avec l'accord, enfin visiblement en tout cas sans choquer personne. Donc vous avez des gens qui vivront avec vous, donc en France, comme des étrangers pour toujours. Et donc, en parlant évidemment, sous-entendant évidemment les Français de confession musulmane, il n'a pas dit comme ça, mais c'était sous-entendu dans son discours. Les gens qui ne veulent pas s'assimiler, enfin le fameux discours là-dessus qu'on connaît par cœur, voilà, le discours zémouriste classique. Et là, il en tire une conclusion que même Éric Zemmour ne tire pas, il dit il faudra un nouveau pacte social dans lequel vous leur donnerez, donc à ces étrangers qui ne veulent pas s'assimiler, entre guillemets, vous leur donnerez moins de droits qu'un immigré assimilé. Voilà. C'est vrai que ça fait écho avec... Alors, ça fait écho, c'est évidemment encore plus violent. Donc là, on a quasiment un appel à un apartheid, une situation d'apartheid, en tout cas, à une situation dans laquelle il y aurait un traitement juridique différencié en fonction que vous êtes assimilé ou non, que vous êtes un bon Français ou un mauvais Français. Il faudra peut-être indiquer, du coup, la religion sur les passeports, comme on le fait dans d'autres pays. Mais vous imaginez un peu, évidemment, pourquoi je dis ça ? Cette personne est sans doute tout à fait minoritaire, et c'est quelqu'un d'extrémiste, et bien sûr, mais le fait qu'il se soit senti autorisé à dire une chose pareille, que ça n'ait pas créé une polémique nationale, que finalement un tel discours puisse désormais être tenu dans des médias d'extrême droite, voilà. Bien, moi je trouve que ça nous dit énormément de choses sur à la fois l'état de notre débat public, mais surtout sur le climat qui est en train de s'installer en France. Évidemment, vis-à-vis des personnes musulmanes et puis des immigrés, des immigrés, même des Français, des Français immigrés de deuxième, troisième, quatrième génération, puisque maintenant, voilà, je pense qu'ils disent aussi, je pense qu'on peut même élargir à ça. Et donc ça, c'est tout à fait oui, parce que ça date de juillet. On rappelle que juillet a été émaillé par les révoltes qui ont fait suite à l'assassinat par un policier du jeune Naël. Il y a une continuité entre le comportement d'Édouard Philippe, d'une personnalité éminemment respectable, qui se met à tenir des propos proprement lepénistes, racistes, d'une grossièreté totale en attribuant les problèmes des services publics à l'excès d'immigrés, et puis ce genre de comportement sur une chaîne d'extrême droite comme CNews. Il y a une continuité. Il s'agit d'utiliser de attiser un vieux fond raciste lié à l'histoire française, à l'histoire coloniale française, à l'histoire des rapports de la France en particulier avec l'Afrique du Nord, parce que les politiques savent que ça marche, dans une certaine mesure, à partir du moment où ils ont les médias derrière, et maintenant ils ont les médias derrière pour relayer ce type de discours, attiser ce type de haine. Maintenant, la question que je me pose moi, et que se posent beaucoup, je crois, les militants antiracistes, de l'antiracisme politique, c'est: est-ce qu'il faut dire que ça, c'est seulement de la diversion ?
De fait, ce sont des stratégies politiques. On sait que depuis les années 80, Manuel Valls a été spécialiste de ça. Son entourage, Stéphane Fuchs, l'agence de publicité Euro-RSCG, qui étaient des gens tous très, très proches de Valls, sa stratégie a toujours consisté à attiser comme ça la haine anti-musulman en créant par exemple la polémique autour du burkini, en créant des incidents, des polémiques de ce type à chaque fois qu'il fallait faire passer une mesure. Voilà. Chaque fois qu'il faut détourner l'attention, faire passer la loi travail, ce genre de choses, on utilise comme ça le racisme latent. On fait même des jeux à deux bandes en choisissant si possible des personnalités issues de l'immigration comme Madame El Khomri pour faire passer des lois antisociales pour leur donner une femme en plus naturellement. Enfin, tout ce type de stratégie qui fait fond sur le racisme, qui sert en fait à détourner l'attention pour faire passer un agenda néolibéral très impopulaire. On peut l'analyser comme ça et c'est légitime. De fait, c'est comme ça que c'est pensé par ces politiques et vous pouvez être sûr qu'Édouard Philippe, il n'est pas plus raciste que ça au fond, je veux dire, mais il utilise ce type d'argument parce qu'il sait qu'en ce moment ça marche et que ses objectifs politiques vont être favorisés. En tout cas, ces propos ont quand même provoqué une tribune de 50 signataires intellectuels qui ont bien, dénoncé une hantise de l'islam. Je pense tribune, oui, c'est la énième tribune, ça ne va pas l'empêcher, ça va dans le sens de ce qu'il voulait de toute façon, à mon avis. On peut l'analyser comme ça, en termes de diversion. Mais on peut aussi l'analyser, et il faut aussi l'analyser, indépendamment de cette considération stratégique, comme du racisme pur et simple. Je pense qu'il ne faut pas non plus, en quelque sorte, être trop gentil d'une certaine manière, ou être trop naïf, au sens où l'usage instrumental de ce racisme latent serait innocent au fond. Et au sens où ces gens-là seraient prêts à dire le contraire si c'était à être antiraciste, si c'était ça qui était payant politiquement. C'est sûrement vrai, d'un certain point de vue. Il n'empêche qu'il ne faut surtout pas minimiser le racisme fondamental de ce type de comportement de la part de notre classe politique. Voilà, il y a toujours les deux côtés à voir. Moi, je suis très sensible au discours des antiracistes quand ils disent oui, bien sûr, c'est de la diversion, mais pas seulement. On ne peut pas dire que c'est pas fondamentalement du racisme. Bon, maintenant qu'on s'est posé la question de l'opportunité d'inviter ou pas Édouard Philippe, qu'est-ce que vous avez vraiment pensé de ce débat entre Fabien Roussel et Édouard Philippe, et quelles leçons vous tirez plus globalement de cette fête de l'humanité, un événement réussi pas du tout. Alors moi, j'en tire une leçon. Je pense que c'est catastrophique. Parce que la gauche refuse. En fait, disons que la gauche a décidé de ne pas s'unir. En fait, qu'il y a des gens au sein de la gauche qui ont décidé de faire cavalier seul, et qui donc, comme Fabien Roussel, typiquement, moi je trouve est irresponsable à décider que finalement la NUP s'est dépassée, qu'il veut aller seul aux européennes et qu'il prépare aussi sa stratégie en vue de la présidentielle. On le voit bien, c'est très clair. Et il est persuadé qu'il peut être la surprise à gauche, vu que c'est vrai qu'il est devenu une sorte de personnalité médiatique en l'espace d'un an finalement, depuis la dernière élection présidentielle. Et maintenant, on voit qu'il est dans les sondages autour de... Je crois qu'il y avait un sondage qui le donnait autour de 5-6%, ce qui évidemment n'est pas rien dans l'absolu. Alors donc... ce qui me désole, c'est que la gauche devrait être en train de discuter des modalités de l'union. Elle ne devrait pas être en train de discuter s'il faut une union ou pas. Elle devrait être en train de discuter les modalités de l'union. Il est évident qu'il y a des désaccords sur certains sujets. Bon, typiquement, entre les communistes et le reste, sur le nucléaire, il y a un débat fondamental. Il y a un débat sur l'Ukraine aussi, par exemple, entre ELV et LFI, puisque les lignes, pour le coup, sur la question ukrainienne n'est pas la même. Là, il y a des sujets fondamentaux qui doivent être tranchés, évidemment. Mais enfin, Marine Le Pen est créditée dans les sondages. Elle arriverait au premier tour, je crois, à 30% de l'élection présidentielle. Je veux dire, là, on est dans une situation où, s'il n'y a pas d'union de la gauche, on va se retrouver dans une configuration de potentiellement un Édouard Philippe et une Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, Darmanin, Marine Le Pen. Ou un Gérald Darmanin, Marine Le Pen. Donc la gauche a une responsabilité
historique. Encore une fois, la gauche n'a toujours gagné unie, toujours. Toujours elle a gagné unie. Je veux dire, Mitterrand a gagné parce qu'il a fait de l'union de la gauche. Il y avait même, quand Jospin était Premier ministre, la gauche plurielle. Enfin, bon, voilà. Et puis avant, le Front populaire, on va pas revenir là-dessus. Enfin, voilà. Donc la gauche a toujours gagné unie. Il faut évidemment qu'elle accepte de faire des compromis, que voilà, la ligne, il y a un compromis à trouver entre la ligne radicale et la ligne social-démocrate, on va dire, pour parler. Voilà, je pense que c'est des compromis qui sont faisables. Je veux dire, voilà. Et donc cette fête de l'humanité, je trouve, elle acte un potentiel désastre qui est une gauche qui ne va pas vouloir s'unir. Je trouve que pour les européennes, l'union aurait été un beau symbole. Je pense que ça aurait été un symbole important. Que y aller comme ça, séparé, c'est très problématique. Et que si la gauche n'arrive pas à s'unir, elle ne pourra pas gagner. Julien, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on n'a pas manqué, justement, on n'est pas passé à côté de cette occasion de rassembler, de fédérer cette gauche lors de cette fête de l'humain? Alors, je ne dirais pas un bilan aussi négatif de la fête de l'humanité pour ma part, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, parce que s'y est exprimé manifestement de manière très forte le désaccord d'une grande partie du public, majoritairement un public de gauche quand même, à l'égard de la ligne Roussel. On fleurit, semble-t-il, beaucoup les t-shirts qui disaient, c'est un comble à la fête de l'humain, mais c'est assez logique au fond, Fabien Roussel n'est pas un camarade. Il y a une grande différence entre les instances du parti, les représentants des militants qui ont élu Fabien Roussel au terme d'une alliance d'ailleurs hétéroclite entre des staliniens, des rénovateurs, enfin je passe, entre, disons, ce qui fait le fondement du pouvoir de Roussel au sein du PCF et la réalité de ce que représente socialement cette sociabilité communiste, mais pas seulement, beaucoup plus large, qu'est la fête de l'humain. Moi, je pense que j'ai l'impression que ça a été un moment joyeux, un moment de convivialité, de sociabilité de toute la gauche, qui a beaucoup exprimé le rejet de Fabien Roussel, paradoxalement. Donc moi, voilà, je tirerai pas un bilan si négatif. Ça montre le succès encore cette année en termes d'affluence, en termes d'écho médiatique de cette fête, qui a une culture politique profonde, française, de gauche, authentique, antiraciste, de soutien au capital dans sa confrontation avec le travail. Et ça, c'était extrêmement précieux. Et j'ajoute juste une chose, c'est que c'est vrai que Fabien Roussel joue un jeu assez dangereux et a des ambiguïtés tout à fait étonnantes pour une personne de gauche. Quand il insiste sur la viande, là, le steak, etc., en mini, et en se moquant des écolos par rapport à la... je crois qu'il avait fait ça dans une interview là, il y a quelques jours. C'est tout à fait indigne. C'est indigne d'une personne de gauche. Sur le petits signaux comme ça, alors, plus ou moins racistes, les quartiers radicalisés, dit-il. Voilà, les quartiers radicalisés. Des allusions discrètes. Il joue une espèce de stratégie, un peu de clin d'œil, un peu presque national, enfin pas nationaliste, mais de clin d'œil patriote, chauvin, un peu en jouant sur les codes patriotes, etc. Qui pour moi, moi je trouve que ça n'a rien à faire à gauche. Le patriotisme pour moi et les symboles un peu nationalistes, quoi que ce soit, c'est le contraire de tout ce qui a toujours été la gauche. Il joue un jeu un petit peu dangereux là-dessus. Pareil sur le côté un peu, il fait des espèces de clin d'œil contre les bobos, auprès du populo. Ce qu'il a presque anti le populo. C'est ça, voilà, une espèce de vision fantasmée, effrayée par les jeunes bobos. C'est ça, vision fantasmée un peu du peuple, de ce qu'ils pensent être les classes populaires, notamment des campagnes ou je sais pas quoi, et avec une sorte presque d'anti-progressisme. Enfin, il y a quelque chose de très curieux dans cette stratégie. Pareil sur les questions de sécurité, il n'est pas au clair. Sur les questions des violences policières, il n'est pas au clair. Sur la question de l'antiracisme, on l'entend pas trop non plus. Pas du tout, sur la question des combats... il avait manifesté aux côtés des policiers. Voilà, sur la question des combats progressistes de manière générale, il n'est pas très clair. Je ne comprends pas bien sa stratégie. Si l'idée, c'est de dire il faut recentrer sur la lutte des classes et abandonner toutes les luttes, on va dire, progressistes, intersectionnelles, etc., c'est le fait d'accepter qu'on renonce à tout un tas d'idéaux propres à la gauche, à des combats progressistes qui sont essentiels. Donc ça me paraît tout à fait dangereux. François Ruffin est sur une ligne, je trouve, plus subtile
de ce point de vue-là. Moi, je suis en désaccord avec François Ruffin, mais je le trouve plus subtil, beaucoup plus subtil et beaucoup moins ambigu. Bref, Fabien Roussel joue un jeu très curieux et je n'aime pas du tout cette stratégie-là qui me paraît dangereuse pour la gauche. Voilà. On va clore le chapitre de la fête de l'humain avec toi, Julien. Tout ça, ça participe un peu de l'histoire longue du PCF. C'est une vieille tradition que c'est embardé vers des thèmes d'extrême droite que le PCF ou certains de ses membres supposent efficaces auprès d'un électorat populaire. C'est une vieille histoire. Il y a eu plein d'épisodes dans les années 70, 80 avec Georges Marchais, avec Robert Hue de ce point de vue-là. Ça date même d'une période antérieure. Il n'y a que dans les années 20, en réalité, que le PCF a été véritablement progressiste, notamment sur la question antiraciste et anticoloniale. Ensuite, il a toujours joué un jeu très ambigu avec beaucoup d'appels à une forme de nationalisme qui lui permettait de trouver un terrain d'entente avec la droite sur un certain nombre de choses. De ce point de vue-là, Roussel joue un jeu qui a longtemps caractérisé le PC, qui est presque dans son ADN, malheureusement, d'une certaine façon. On parlait de l'irresponsabilité des dirigeants de gauche qui ne privilégient pas l'union. Alors, en effet, dans la perspective de 2027, effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut quand même commencer par rappeler que cette irresponsabilité, on l'a vu en acte il y a un an, puisque il y a une responsabilité historique écrasante sur Fabien Roussel d'abord, mais aussi sur Jadot et les Verts, et aussi sur le NPA, de ne pas avoir fait en sorte que les 400 000 voix qui manquaient pour que la gauche soit au second tour et qu'il y ait un débat digne de ce nom, avec un vrai opposant solide à Emmanuel Macron qui propose un autre projet de société aux Français, que ce débat ait lieu. Ils ont fait ce choix, ces trois autres candidats-là. La même chose très probablement risque de se reproduire, et en tout cas, il est bien évident que Fabien Roussel fera tout ce qu'il peut pour prendre des voix et exister au second tour. Sa logique, celle des gens qui l'ont porté à la tête du PCF, est celle-là. Il faut faire vivre la boutique, il faut faire vivre l'institution, quoi qu'il en coûte, même si ça fait perdre la gauche dans son ensemble, parce que, et ça c'est une mythologie communiste interne, pour eux, l'éclipse du Parti communiste n'est que momentanée. Et le tout est de réussir à survivre institutionnellement, continuer à payer les permanents, en attendant le jour, on ne sait pas trop bien comment, où, en quelque sorte, une nouvelle vague reportera le PCF aux 20-30% qu'il a connu jadis. Bon, c'est de la fiction complète, mais ça, c'est une logique institutionnelle. C'est la logique des appareils. Le PC est un excellent exemple d'une institution qui oublie complètement sa raison d'être dernière, sa fin ultime, qui est de défendre le travail face au capital, pour exister, perdurer en tant qu'institution, c'est-à-dire payer ses permanents, ne pas vendre, comme le PS a dû le faire, son siège social, le PS a dû vendre Solferino. Voilà. Les buts du Parti communiste français, quels sont-ils ? Ça renvoie au manifeste du Parti communiste. Il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs. Il s'agit même d'essayer de réaliser, mettre en place une société sans classe dans laquelle les moyens de production seront gérés collectivement et où il n'y aura plus de propriété lucrative qui permettra d'exploiter le travail de ceux qui ne détiennent pas de capital. C'est ça le but du communisme. Il est bien évident que pour Fabien Roussel, ça n'est pas du tout la question. La question, c'est de se maintenir. Pour les européennes, qui ont lieu dans quelques mois, je vous le rappelle, on en parle peu, mais c'est le premier enjeu, on ne peut pas espérer raisonnablement, même si c'est déplorable, qu'il y ait une union, une liste unique. Pourquoi ? Tout simplement parce que, traditionnellement, ces élections-là qui sont dépourvues d'enjeux politiques réels, ceux qui sont élus au Parlement européen, en réalité, n'ont aucun pouvoir. Ils ont un pouvoir d'expression. Ils peuvent causer, on se souvient de Cohn-Bendit qui faisait des discours à n'en plus finir, extrêmement éloquents, qui transportaient comme ça les partisans des droits de l'homme et de la liberté pendant des années et des années au Parlement européen, en attaquant les commissaires européens, l'exécutif européen, sans qu'il y ait jamais le moindre effet. En fait, ça ne dérange personne. Le Parlement européen, avec beaucoup de talent, tout à fait. Mais que je reconnais le Parlement européen n'a strictement aucun pouvoir. Donc, c'est des postes. C'est de l'argent pour les députés qui vont exister politiquement et faire exister leurs projets politiques grâce à ces financements, cette possibilité d'avoir des attachés parlementaires, etc. Traditionnellement, les petits partis, et surtout Europe Écologie Les Verts, font de très gros scores à ces élections-là. Je vous rappelle qu'aux précédentes élections européennes,
Europe Écologie Les Verts a fait plus de 13% sous la direction de Jadot, qui triomphait dans les mois qui ont suivi et qui était absolument convaincu qu'il allait faire un score faramineux à la présidentielle. Ça avait été exactement la même chose 5 ans avant. Les Verts avaient fait un très bon score. C'était imaginé qu'ils feraient, ce qui n'a pas du tout été le cas évidemment, un très bon score à la présidentielle suivante, parce que les enjeux sont complètement différents. Donc on ne pourra pas de toute façon convaincre ni les Verts, ni encore moins le PCF que l'intérêt, c'est d'avoir une liste commune au printemps prochain. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Je pense que l'enjeu, évidemment, c'est celui de la présidentielle dont vous parliez à l'instant. Maintenant, et je termine là-dessus, il n'y a pas que des divergences de boutique, que des divergences institutionnelles, disons, entre les différentes formations de la NUP. Il ne faut pas l'oublier, des divergences de fond. Je veux dire, ce que propose LFI diffère à bien des égards de ce que propose Europe Écologie Les Verts, qui continue à poser comme préalable le fait que l'on va reconduire l'Europe telle qu'elle fonctionne pour enfin arriver à une Europe sociale. Il y a une analyse de structure complètement divergente de ce point de vue-là. C'est-à-dire que du point de vue d'Europe Écologie Les Verts, l'Europe est un cadre dans lequel il est possible d'échapper, de contrer la vague néolibérale qui détruit nos services publics. Du point de vue de LFI, ça n'est pas le cas. Et ça, ce sont des situations qui sont irréconciliables. Du point de vue de la géopolitique d'ensemble, de la géopolitique, tu parlais, Nadia, de la question de l'Ukraine sur laquelle il y a des désaccords. Il y a un accord unanime à gauche pour condamner l'agression de Poutine contre l'Ukraine. En revanche, il y a des désaccords d'analyse très profonds sur l'enchaînement qui a abouti à l'agression russe contre l'Ukraine, sur les responsabilités, sur la répartition des responsabilités, et plus précisément sur le rôle que doit jouer l'OTAN et le rôle que doit jouer une éventuelle souveraineté européenne qui ne serait pas, si elle existait, confondue avec la souveraineté de l'OTAN, c'est-à-dire la souveraineté de l'Alliance de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire des États-Unis. Donc il y a des divergences là aussi très importantes, qui renvoient à un long passé, encore une fois, et notamment dans le cas de LFI, à une tradition française de non-alignement autant que possible entre les deux blocs. Donc, conclusion, l'union n'est pas possible dans cette perspective des Européens. Et puis, d'un autre côté, juste pour finir là-dessus, je pense aussi qu'il y a des divergences politiques de fond entre Roussel et LFI. C'est-à-dire que Roussel, sur le fond, aujourd'hui, est un social-démocrate extrêmement modéré. À plusieurs reprises, il a exprimé sa volonté de trouver des accords, finalement, de faire une sorte de co-gestion de la situation actuelle avec le patronat. Et il est, de ce point de vue-là, beaucoup moins à gauche. Au fond, si le critère de la gauche, c'est pesé dans le rapport de force entre travail et capital, que les filles. Donc, il ne faut pas les négliger, ces divergences. Simplement, je suis d'accord avec vous quand vous dites, pour gagner, il faut un minimum d'union. J'ajouterais cependant qu'il vaut peut-être mieux ne pas gagner si gagner implique de faire ce qui s'est fait avec François Hollande. C'est-à-dire, je vous le rappelle, au second tour, le front de gauche qui massivement appelle à voter François Hollande parce qu'il faut absolument se débarrasser de Sarkozy, personnage odieux, il n'y a aucun doute. Le résultat, c'est qu'on a mis en place quelqu'un qui avait l'air plus sympathique, François Hollande et son équipe, qui était certainement moins corrompu, en tout cas lui personnellement. Je ne suis pas sûr que c'était le cas de tout le monde dans son entourage. Je vous renvoie à Cahuzac et bien d'autres, mais disons quelqu'un de plus présentable que Sarkozy, mais qui a fait passer des mesures infiniment plus nuisible que ce que Sarkozy pouvait espérer faire passer. Jamais la loi travail, jamais donc la transformation juridique du travail en marchandise, un saut anthropologique, la destruction du droit du travail, ne serait passée si Sarkozy avait tenté de la faire passer, tout simplement parce que Hollande aurait été obligé, et tous ceux qui sont autour de lui aussi, de faire mine au moins de s'y opposer. Oui, puis Hollande, c'est aussi l'idée de déchoir les binationaux de leur nationalité. Il a été obligé de jouer la partition. Il a été obligé de jouer la partition de l'extrême droite, après, entraîné par Valls, et puis on sait ce que ça a donné Macron. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse, nous, à gauche, à cette idée que Gilles Deleuze avait avancée. Est-ce que la gauche... est-ce qu'il y a une gauche de gouvernement ? Est-ce que autre manière de formuler la question, est-ce que la gauche est une affaire de gouvernement ? Est-ce qu'on n'est pas plus efficace, en fin de compte, pour défendre concrètement l'intérêt général en étant une opposition puissante ? C'est terrible. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace comme ça, en laissant la droite ? Non,
Justement, pas forcément. En tout cas, bien moins Les grandes avancées sociales, d'impuissance. on la doit à la gauche au pouvoir. Quand même. On la doit à la gauche au pouvoir avec la Même rue. les 35 heures, avec on la le doit à des sociodémocrates qui ont en effet accouché de François Hollande, parce que finalement Hollande il a 35 heures sous Jospin. Les 35 heures sous Jospin. Je sais, mais François Hollande est l'héritier de cette tradition social-démocrate de gauche et qu'il en a trahi. Là-dessus, c'est mais très on discutable. doit, on va dire, à une gauche social-démocrate qui n'est vraiment pas, qui a abandonné la lutte des classes depuis un certain temps, on lui doit quand même quelques avancées sociales majeures. Et je dirais même François Hollande, je dirais, si on avait eu Nicolas Sarkozy à la place de François Hollande, on n'aurait pas eu le mariage homosexuel. Oui, et donc de ce point, point de vue-là, moi je suis désolé, je préfère dire, en tout cas je préfère, je pense pas que la France aurait je pu vais rester... dire quelque chose d'un peu choquant, mais je préfère un François, Dieu sait que je réprouve la politique néolibérale qui a été menée à ce moment-là, mais je préfère un François Hollande au pouvoir qu'un Nicolas Sarkozy. Voilà. Il faut voir les résultats. Les avancées sociétales, je suis désolé, on les doit aussi à la droite. Rien ne prouve que le mariage homosexuel ne serait pas passé sous un gouvernement de droite. Tout simplement parce que la France se serait retrouvée dans un état d'isolement par rapport à l'ensemble du monde développé. Toujours n'était pas tenable. Je vous rappelle que la loi contre l'avortement, je vous rappelle que la loi qui autorise l'avortement est passée sous la droite. Sous l'impulsion les avancées sociétales, la droite, par définition, elle va dans le sens du vent. Elle ne résiste pas aux évolutions générales. Et cette évolution générale anthropologique qui reconnaît au même titre que les unions hétérosexuelles, les unions de même sexe, je ne crois pas que la droite aurait pu bien longtemps s'y opposer. En revanche, et pour terminer là-dessus... Oui, on va vraiment terminer, on fait une digression très intéressante. C'est vrai mais il faut vraiment terminer. Problème. Les avancées sociales que la gauche a fait passer, en gros, il y a les moments principaux, c'est quoi ? C'est le Front populaire, c'est... le lendemain de la défaite de la droite pétainiste à la Libération. Ensuite, c'est 81-83. Et puis ensuite, c'est un petit peu les 35 heures sous Jospin. À chaque fois, ce sont des gouvernements, certes sociodémocrates, mais qui sont parvenus au pouvoir en surfant sur des mouvements sociaux profonds et radicaux, y compris avec pression de la rue, dans le cas du Front populaire. Jospin et 35 heures, c'est le fruit des grandes grèves de 1995. Et il ne peut pas faire moins, en quelque sorte, sachant qu'à côté, il cède sur tout le reste. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand même la gauche ferait quand même mieux sur la question migratoire ? Ça dépend quelle gauche ? Ça dépend quelle gauche. La gauche de Manuel Valls, non. Je pose du coup la question à Mathieu. Je sais que c'est une question que je veux poser à Mathieu parce que c'est un sujet qui vous touche beaucoup et on vous a entendu dessus, notamment sur des plateaux, des plateaux télévisés. La population de Lampedusa a doublé en quelques jours. L'île italienne est confrontée à un afflux massif de migrants depuis le début de la semaine. C'est vraiment l'actualité marquante. Plus de 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord y ont débarqué depuis lundi, selon le ministère de l'Intérieur italien. L'Italie reproche aux pays européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour l'aider à gérer ces flux. Alors, une réunion a eu lieu vendredi 15 septembre à Paris, au ministère de l'Intérieur, avec les services concernés, de la police, de la gendarmerie, de l'immigration. Et Gérald Darmanin, bien évidemment, n'est pas si surprenant. Pour lui, la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, sauf les réfugiés politiques. Oui, Gérald Darmanin a une position d'une inhumanité totale qui n'est pas étonnante venant de lui. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est en fait le cadrage de discussion sur ce qui se passe. Vraiment. On parle d'afflux, déjà les termes, afflux massif. Nadine Morano était sur un plateau de télévision il y a quelques jours, députée européenne, qui certainement finira au Rassemblement national d'ailleurs, mais qui parlait d'invasion, terme repris par une partie de la droite et évidemment par toute l'extrême droite, Éric Zemmour évoquant, lui, l'hypothèse du remplacement, etc. Donc, le cadrage de débat sur ce qui se passe à Lampedusa, c'est l'invasion, etc. Donc, avec l'idée qu'il y a une crise migratoire. Voilà, l'idée, il y a une crise. On est en crise migratoire. Comment on gère cette crise ? Alors, depuis quand le fait qu'il y a des gens qui fuient la misère, parce que en l'occurrence là, c'est principalement des gens qui fuient la misère et qui cherchent une terre d'hospitalité, finalement, voilà. Depuis quand ça, c'est une crise ? Depuis quand le fait d'envisager d'accueillir des êtres humains
en détresse, ce serait une crise qu'il faudrait gérer, un problème à gérer. On parle en plus de 10 000, je crois, c'est autour de 10 000 personnes. Alors évidemment, pour Lampedusa, c'est beaucoup. Oui, c'est un record absolu. Le nombre d'arrivants en 48 heures est un record absolu. C'est ça, voilà. Et puis, Lampedusa, il n'y a pas énormément d'habitants. Donc, en effet, on peut dire que c'est beaucoup par rapport à Lampedusa. Mais enfin, l'Europe a accueilli combien 1 million des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Il y a 450 millions d'habitants en Europe. Voilà, il y a 450 millions d'habitants en Europe. La France a accueilli 100 000, je crois, peut-être plus, réfugiés ukrainiens. Tout s'est très bien passé. Culturellement, on a trouvé les moyens. Voilà. Alors évidemment, il y a des migrants, déjà ce terme est épouvantable, je trouve, mais donc il y a des exilés qui sont des bons exilés, et il y a des exilés qui sont des mauvais exilés. Il s'avère que les exilés de Lampedusa sont des mauvais exilés. Ils ne correspondent pas à l'image qu'on se fait d'un bon exilé. Alors oui, parce que peut-être ils n'ont pas la bonne couleur de peau, certainement. Voilà, il y a tout cet arrière-plan, évidemment, derrière, mais toujours est-il que on fait de Lampedusa une sorte de drame qui va être un immense problème à gérer pour l'Europe et pour la France, alors qu'on parle de quelque chose en réalité qui, si la volonté politique était là, extrêmement simple à gérer, premièrement, et puis deuxièmement, le devoir d'accueil des pays européens, de la France en particulier, c'est quelque chose qui est historiquement essentiel, qu'on a un devoir d'humanité vis-à-vis de ces personnes, et que, encore une fois, l'immigration n'est pas un problème et de toute manière on ne peut pas penser comme ça puisqu'il va y avoir de plus en plus d'immigration. Je veux dire, avec notamment la question climatique, l'immigration va être l'immigration a toujours été la normalité du monde et elle le sera encore plus. Elle le sera encore plus la normalité du monde, et je dirais même que peut-être que des Européens eux-mêmes vont devoir bientôt migrer, vont devoir s'exiler. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand ce sera des Européens qui verront porte close, quand ils essaieront de fuir une situation difficile? Donc, toute la situation aujourd'hui, elle est gérée de manière, je trouve, inhumaine, et surtout de manière franchement irréaliste, au regard du fait que l'immigration n'est pas un problème, ça n'est pas une question de oui ou de non, de est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, que ça, c'est un fait, c'est quelque chose qui est encore une fois, pour moi, le fait normal du monde. Le monde est fait d'exilés, le monde est fait de migration. C'est la normalité du monde qui veut que l'immigration soit là, qu'il y ait des exilés, des gens qui quittent leur terre, qui vont rejoindre une autre terre, etc. Le monde s'est créé comme ça. Et on est en train, là, l'Europe entière est en train de se replier sur elle-même, la France entière est en train de se replier sur elle-même. Les idées d'extrême droite, les idées d'intolérance, xénophobes, etc. Vous parlez de déshumanisation qui vient justifier des politiques répressives. Exactement. On parle d'invasion, on parle etc. On déshumanise des êtres humains qui juste cherchent à fuir la misère. Julien ? Je partage tout à fait votre jugement sur le caractère inhumain de la manière dont on parle de ces migrants. Cette réification de l'humanité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en fait, on en parle comme de flux, on en parle comme de choses. Il faut observer que c'est la même que la réification que fait le néolibéralisme à travers le management des travailleurs, des humains en général. C'est une force de travail, et quand on en a plus besoin, on s'en débarrasse, etc. France Télécommunications et tout ce que vous voulez, New Public Management et autres, c'est la même conception qui dénie l'humanité, qui réifie l'humain, et ça fait partie dans une certaine mesure, dans une large mesure même, de ce qu'est la modernité occidentale, en tout cas. Ceci étant posé, quand vous dites l'immigration ne devrait pas être un problème, n'est pas un problème, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que concrètement, elle pose des problèmes à résoudre, et je suis alors là bien d'accord en revanche que ce sont pas du tout des problèmes insolubles, bien au contraire, et qu'il suffit d'un minimum de volonté politique pour les résoudre, il est tout à fait possible de résoudre ces problèmes si on s'en donne les moyens. Ceci dit, ça implique sans doute quand même un changement de manière générale de penser. C'est un problème, l'immigration, d'abord pour ceux qui sont contraints à migrer.
Ça, on l'oublie beaucoup parce que dès que vous allez dire mais les gens ne devraient pas être obligés de bouger, et bouger c'est toujours une tragédie, c'est extrêmement difficile, c'est un déchirement terrible, même quand on y arrive et quand on arrive à s'installer quelque part. Je vous renvoie à Abdelmalek Sayad et à ce qu'il appelle la double absence, et à ce que les immigrés connaissent très bien, la souffrance que les immigrés connaissent très bien. Il ne faut pas prendre à la légère le fait que migrer, c'est terrible, et que ne pas avoir à migrer, ça serait mieux, et que si on doit migrer, dans bien des cas, presque toujours, c'est à cause d'un système d'ensemble, de fonctionnement de l'économie mondiale, de gestion de la post-colonisation, d'empêchement de l'émergence de classes moyennes locales, d'empêchement de l'émergence dans ces pays du tiers-monde de sociétés qui offrent un confort de vie minimal aux populations, et il y a une responsabilité profonde de notre part, de la part du Nord, là-dedans. Ça, c'est la première chose. C'est un déchirement et un danger pour ces populations qui risquent quand même de perdre la vie. Évidemment. Donc, d'une part, migrer, certes, dans l'histoire de l'humanité, en général, c'est quelque chose de naturel. Il n'empêche que ça pose des problèmes politiques terribles pour ceux qui partent et qu'il ne faut pas ignorer ces problèmes. Ça pose aussi des problèmes d'accueil de la part des sociétés qui voient arriver ces migrants, et je pense qu'il ne faut pas le nier non plus, tout en précisant qu'à partir du moment, évidemment, où on ne donne aucune ressource financière pour l'accueil de ces migrants, comme c'est le cas, mais tu as rappelé, Julien, à partir du moment où on ne bien veut pas accueilli les Ukrainiens. Il n'y avait pas de difficulté pour le faire. Exactement, c'est le parfait contre-exemple. Okay. S'il y a une volonté politique, mais évidemment, ça implique aussi de cesser d'exempter de facto de toute taxation les profits, les grandes entreprises ou les très hauts revenus. Ça implique d'arrêter de mettre l'État en banqueroute, évidemment, que d'avoir des moyens pour accueillir décemment toutes ces personnes. Voilà, donc je pense que des deux côtés, c'est pas une bonne stratégie à gauche de dénier les immenses problèmes qui sont liés à l'immigration, aussi bien pour ceux qui voyagent que pour ceux qui arrivent. Si on se penche maintenant sur la situation de l'Europe en ce moment, quel est l'enjeu au plan des textes ? Il y a depuis maintenant un certain nombre de mois une volonté de la part de l'Europe de faire passer ce qu'on appelle le pacte européen sur la migration et l'asile. Quel est l'objectif de ce pacte européen ? C'est de répartir d'une manière équitable entre les membres de l'Europe, si elle est censée servir à quelque chose, cette union, la charge que représente, et je répète encore une fois, je pense que c'est une charge insignifiante au plan de la richesse globale, la charge que représentent ces migrants qu'il faut traiter correctement et accueillir, et ne pas la laisser peser seulement sur les pays qui se trouvent au contact, comme c'est le cas essentiellement de l'Italie, avec les flux. C'est un enjeu majeur. Il faut que des pays du nord de l'Europe centrale aussi, prennent une part dans l'accueil des migrants. Or, certains de ces pays, beaucoup de ces pays au nord de l'Europe, refusent et laissent les pays qui ont la malchance d'être confrontés au contact direct de ces flux de migrants se débrouiller. Donc ça, c'est un premier point, un gros enjeu. Est-ce que ce pacte va passer ? D'autre part, et je termine là-dessus, la philosophie générale, la politique générale de l'Union européenne, bien représentée par Ursula von der Leyen, et c'est le moins que l'on puisse dire, extrêmement ambiguë. Pour ne pas dire en fait ouvertement réactionnaire. Il s'agit, on en a déjà parlé ici, de sous-traiter en fait localement, notamment aux autorités tunisiennes. Malheureusement, on ne peut pas aux autorités libyennes parce qu'elles n'existent plus à cause de choix politiques qui ont été faits, soit dit en passant, par le président Sarkozy, par l'Europe et par les États-Unis. Sous-traiter aussi à la Turquie le traitement inhumain, et souvent on l'a vu avec l'affaire des migrants, avec ces migrants qui sont lâchés dans le désert pour y mourir par les autorités tunisiennes, atroce de la part des migrants. Donc sous-traiter en fait une répression abominable, contraire aux droits élémentaires qu'on ne veut pas faire nous-mêmes, d'une part, et puis d'autre part, continuer à refouler le plus discrètement possible avec Frontex, avec toute une série de mesures, l'arrivée des migrants, et faire donc de l'Europe, qui était censée être un projet ouvert sur le monde, hérité des Lumières, en réalité, une forteresse qui préserve le confort, en gros, des Occidentaux et l'exploitation du reste du monde qui l'a permis et qui, espère-t-on, va le perpétuer. J'aimerais qu'on conclue cette émission avec vous, Mathieu Slama, puisqu'on a commencé avec Julien Terry. En fait, moi, je crois que
l'Union européenne en fait est en train de dériver en effet de plus en plus vers des politiques répressives, des politiques sécuritaires du point de vue migratoire, et qui sont tout à fait inquiétantes et qui sont encore une fois qui reflètent tout à fait l'esprit du temps s'agissant de ces questions. On a un pays, l'Allemagne, qui il y a quelques années a fait des choix ambitieux et ouvertement, je pense, humanistes du point de vue de l'immigration et qui a montré que, encore une fois, comme vous l'avez dit, qu'à partir du moment où les moyens étaient là, c'était tout à fait faisable et c'était même utile pour le pays. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, il y a une immense hypocrisie. C'est que aujourd'hui, par exemple, je crois que dans les cuisines d'Île-de-France, des restaurants d'Île-de-France, c'est 50% de travailleurs étrangers qui sont dans... Voilà. Donc, le discours anti-immigration n'est même pas au regard on va dire, de la rhétorique utilitariste. Ça ne tient même pas la route, puisqu'en réalité, les travailleurs étrangers joue un rôle économique immense dans notre pays et que ça annule totalement toute comment dire, idée que l'immigration serait un problème, un poids économique, etc., etc. Mais surtout, la question centrale, je suis d'accord, c'est la question de l'humanisme. Moi, je pense, on a un désaccord là-dessus, je pense que l'exil... Et évidemment, dans les cas dont on parle, c'est une tragédie. Mais je pense que le fait de ne pas avoir de terre n'est pas une tragédie. Je pense que le cosmopolitisme est une belle idée, que je pense que le nationalisme est quelque chose qui enferme l'homme et que, d'une certaine manière, le paradigme de l'exil, de l'immigration, le paradigme de celui qui migre n'est pas un paradigme négatif pour moi. Au contraire, c'est même beaucoup, je pense, l'humanisme véritable se situe là-dessus. Et enfin... Moi, la dernière chose que je pense importante, c'est qu'en effet, aujourd'hui, nous sommes enfermés dans une idéologie, une logique utilitariste de l'immigration chez certains qui se prétendent humanistes. J'ai vu récemment la gauche signer une tribune avec certains macronistes appelant à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, qui fait finalement des êtres humains, vous l'avez très bien dit, des sortes de variables d'ajustement de l'économie. Vision utilitariste de l'être humain, une fois de plus. Des sortes d'outils au service de la productivité d'un pays, et donc finalement qui déshumanisent des personnes, qui les réduit au rang de travailleurs, et quand ils ne sont plus utiles, en plus, parce que c'est ça la honte de ce projet de loi sur les métiers en tension, c'est que si les métiers ne sont plus en tension, bon, déjà, qu'est-ce qu'un métier en tension ? Bref, est-ce qu'il y a tous les métiers sont plus ou moins en tension en ce moment, mais bref, passons. C'est les métiers que les franco-français ne veulent plus faire. Voilà, et exactement, voilà. Très juste. Et ils sont exactement, ça devient de l'immigration jetable, et hop, on les ramène à la frontière, ce qui est du point de vue de l'humanisme absolument révoltant. Et donc cette logique utilitariste de l'immigration est une logique anti-humaniste, est une logique aussi que je pense qu'on doit combattre, et y compris à gauche, où parfois elle a tendance peut-être à s'installer. Et les divisions étaient très significatives du point de vue de la NUP autour de ce texte. Entre ceux dans la NUP qui ont choisi de le signer et ceux, en l'occurrence LFI essentiellement, qui ont refusé. Pour les raisons que vous avez soulignées. Merci beaucoup, on va devoir terminer, messieurs. Merci pour ces échanges toujours très riches, très instructifs. Et merci également à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'Info. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Encore merci, on vous dit à très bientôt.